Bonjour à tous, Léonard Pouy, historien de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joailliers. Bienvenue pour cette première série de courtes vidéos consacrée à l'histoire hautement rocambolesque des joyaux de la couronne. En fait, c'est une histoire qui commence en 1530, lorsque le roi François Ier fait signer par lettre patente que désormais, les bijoux dans la possession des rois de France devront chaque fois être mesurés, pesés et inventoriés à leur succession au changement de chaque règne, alors qu'auparavant les rois pouvaient un petit peu en faire ce qu'ils en voulaient, n'en auront plus que l'usufruit. Et c'est ainsi qu'à l'occasion de son second mariage avec Éléonore de Habsbourg, qu'il va donc intégrer dans les joyaux de la couronne française. On parle alors des bagues de la couronne, les bagues définissant en fait tout type de bijoux, les bijoux qu'il a pu hériter d'Anne de Bretagne via sa première épouse Claude de France. Alors, la plupart de ces bijoux ont été perdus, on sait qu'il y en avait au moins 7, dont un carcan composé de 11 diamants, donc un carcan c'était un collier en fait, composé de 11 diamants et de 14 perles rondes, et on en a, si ce bijou est aujourd'hui perdu, on en a une trace quand même gardée par une représentation qu'en a fait le peintre Jean Bourdichon en 1508, où les diamants, c'est assez intéressant, apparaissent noirs aux côtés des perles très blanches. En effet, à cette époque, la dimension lumineuse des diamants ne fait pas vraiment partie de la perception des peintres. En revanche, on voit que la taille des pierres progresse, puisque une des pierres est même taillée en cœur, ce qui annonce le serti moderne, en fait, avec le plat au-dessus et la pointe en dessous, ce qui permet de réfléchir davantage la lumière. En fait, ce qui va faire la valeur historique de ce carcan, c'est la variété justement des pierres, qui en fait un petit peu une sorte d'encyclopédie de l'art lapidaire. Alors on retrouve sa trace en 1560 dans l'inventaire de Marie Stuart, qui a été rédigé après la mort de François II, et surtout on va aussi le retrouver en peinture en 1571 sur le portrait d'Élisabeth d'Autriche, l'épouse de Charles IX, mais cette fois-ci avec un nouveau design, si je puis dire, puisque entre-temps le joaillier de la cour, François Dujardin, aura réassemblé les pierres et les perles. Alors on ne sait pas ce qu'est devenu le carcan depuis, en fait on ne conserve qu'une seule pierre issue de la collection d'Anne de Bretagne, mais ça je vous en parlerai plus tard. Aujourd'hui on va parler d'un diamant qui s'appelle le Sancy. En fait le Sancy c'est le plus grand diamant qui va être connu en Europe pendant près de 2 siècles, entre le 16e et le 18e, et hormis une toute petite inclusion, la pierre, qui pèse donc 55,23 carats, est taillée à 51 facettes, et quasiment pure en fait. Alors une tradition croyait que cette pierre était issue du trésor de Charles le Téméraire. En fait, elle a sans doute dû arriver en Europe à l'état brut, depuis les Indes, via Constantinople ou via Venise, avant d'atterrir entre les mains du roi du Portugal. Mais son nom, donc, le Sancy, vient en fait d'un de ses propriétaires ultérieurs, donc Nicolas de Harlay, sieur de Sancy, qui était un homme de robe protestant, qui s'est changé en soldat pour Henri II lorsqu'il a dû lever les troupes suisses pour défendre son roi, donc à cette époque empêtré dans les guerres contre les ligues catholiques. Et donc pour financer ces soldats, il va devoir mettre en gage la totalité de ses biens à hauteur de 150 000 écus de bijoux, et notamment de diamants, dont le Sancy. Alors Sancy va ensuite tenter de vendre ces diamants, il va essayer de le vendre à Constantinople, puis au duc de Mantoue, au grand-duc de Moscovie, et finalement il va le vendre à Jacques Ier d'Angleterre, puisque le diamant était trop cher pour Henri IV. Alors Marie de Médicis est très déçue, néanmoins elle aura un lot de consolation, puisque Henri IV va lui acheter un deuxième diamant qui appartient à Nicolas de Harlay. Ce diamant c'est le beau Sancy, c'est pas le grand Sancy. Néanmoins le grand Sancy va tout de même revenir en France à l'occasion de la Révolution d'Angleterre, puisque Henriette Marie va le ramener avec son exil, lors de son exil. Or les exils ça coûte très très cher, et à nouveau elle doit placer ses diamants en gage auprès du duc d'Épernon. Et c'est ainsi que Mazarin va pouvoir en 1657 récupérer le grand Sancy avec d'autres diamants parmi les plus beaux de la collection des joyaux de la couronne britannique, créée en 1601, et c'est ainsi ensuite qu'il va pouvoir les transmettre à sa mort en 1661 à son filleul, qui n'est autre que Louis XIV. Mais c'est une autre histoire.
évidemment parler du roi Soleil et de Louis XIV, qui en fait va hériter de la passion des diamants de Mazarin à la mort de ce dernier, donc son parrain, qui lui lègue donc 18 pierres, les 18 Mazarins, contre la promesse justement qu'il garde son nom et qu'il ne soit pas retaillé. Alors si Louis XIV va garder cette promesse, il va la tenir, son arrière-petit-fils Louis XV va lui la briser. Alors, outre le Grand Sancy dont on a déjà parlé, rejoignent les Jeux de la Couronne le Miroir de Portugal, le Grand Mazarin, et le plus grand roi du monde se doit alors de posséder la plus riche collection, et à la fin de son, enfin plus ou moins à la fin de son règne, en 1691, il va amasser plus de 5885 diamants, 1588 pierres de couleur et 488 perles, donc une collection absolument faramineuse. En fait, c'est une véritable fièvre acheteuse qui s'est emparée de Louis XIV tout au long de son règne, puisque après le décès de sa mère d'Autriche en 1666, il va multiplier les achats auprès achats qu'on va négocier pour lui auprès de marchands au long cours, des marchands capables d'aller jusqu'en Inde pour se procurer des pierres, et parmi ces marchands, eh bien, se distingue la figure de Jean-Baptiste Tavernier, qui va lui vendre, qui va lui apporter son plus beau diamant, un diamant bleu, le grand bleu de France, qui est aussi le premier diamant décrit comme à la mode dans l'inventaire de 1691, puisque il est brillanté des deux côtés, il est facetté des deux côtés. En fait, trois années ont été nécessaires à cette opération, sans doute influencées par les recherches d'Isaac Newton à cette époque, recherches qui portent sur la réfraction du spectre lumineux, puisque afin de dompter les feux de la pierre, eh bien, il fallait piéger la lumière à l'intérieur afin de la renvoyer dans l'œil de l'observateur grâce à des angles de taille à 26 degrés. Et ces innovations vont considérablement influencer la taille donc dite en brillant et entraîner notamment la retaille de certaines pierres sous Louis XV. En fait, aussi étonnamment que ça puisse paraître, c'est en réalité après le règne de Louis XIV, suite à l'achat d'un plus gros diamant encore, que les joyaux de la couronne française vont connaître leur apogée, mais c'est une autre histoire. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, eh bien, en fait, c'est après le règne de Louis XIV, aussi étonnamment que ça puisse paraître, que les joyaux de la couronne vont connaître en France leur apogée, puisque lorsqu'on va présenter en 1712 à Louis XIV une certaine pierre, qui s'appelle alors la pierre Pitt, le diamant Pitt, il se voit dans l'incapacité de l'acquérir en raison des dépenses engendrées par la guerre de succession d'Espagne. En fait, cette pierre vient encore une fois des mines de Golconde en Inde, elle a été trouvée en 1698, et ce diamant va être acquis à un prix extrêmement élevé par Thomas Pitt, qui est à l'époque le gouverneur anglais du Fort Saint-Georges de Madras. Le diamant fait 426 carats, donc une taille absolument gigantesque, et lorsqu'il arrive en Angleterre, il doit être taillé en 1702 par un joaillier du nom de Harris, en un brillant de 140 carats métriques, un peu plus de 140 carats métriques, et de ce brut vont être aussi tirées d'autres pierres secondaires, dont certaines sont destinées à être vendues à Pierre le Grand. Néanmoins, la plus belle des pierres retient l'attention du neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui est à ce moment-là régent sous la minorité de Louis XV, à partir de 1715, et qui possédait lui-même pour 5 millions de pierreries, et il va profiter d'une certaine prospérité économique en France pour convaincre le Conseil de la Régence d'acquérir cette pierre, qui va donc rebaptiser le Régent, et qui s'avère être le plus grand diamant d'Europe, et très vite la fierté de la nation française, hein, la plus belle pièce de toute la collection, donc 140 carats 64, une eau d'une pureté exceptionnelle, une taille exemplaire, hein, qui a nécessité près de 2 ans de travail, et même si la pierre a un prix extrêmement élevé, eh bien l'opération est un bon investissement, puisque à peine 2 ans plus tard, eh bien sa valeur a déjà triplé. Alors cette pierre va devenir vraiment la pièce maîtresse des Jeux de la Couronne en France, et très vite elle va rejoindre les parures des têtes couronnées. Elle va être portée pour la première fois par Louis XV à l'occasion de l'ambassade de Turquie en 1721, et ensuite le régent va être provisoirement serti sur la couronne de sacre de Louis XV le 25 octobre 1722, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Alors
Alors on a vu que le régent avait rapidement rejoint la couronne de Louis XV. En fait, 2 couronnes ont été réalisées pour le roi, l'une en or émaillé et l'autre en argent doré, réalisée en 1722 par le jeune Augustin Duflot, donc joaillier du roi aux Galeries du Louvre, et d'après des dessins de Claude Rondet. Alors cette couronne, elle est exceptionnelle à plus d'un titre, d'une part parce qu'elle est décorée de plus de 282 diamants, 161 grands diamants et 121 petits, mais aussi de 64 pierres de couleur, 16 rubis, 16 saphirs et 16 émeraudes, ainsi que de 237 perles. Alors bien sûr, on y retrouve le régent, on y retrouve aussi un certain nombre des Mazarins, et surtout le Sancy, comme pierre aussi exemplaire, dont on a déjà parlé. Alors néanmoins, cette couronne ne sert qu'à l'occasion du sacre, et elle va être offerte à l'abbaye de Saint-Denis en 1729 pour y reposer avec les autres instruments de cérémonie, ce qu'on appelle les régalias, et la couronne va alors être dépecée et toutes les pierres vont être desserties et remplacées par des copies. Ce qui fait que le roi a pris ensuite l'habitude de porter le régent sur son chapeau, et ce jusqu'à la fin de son règne, une habitude qui sera d'ailleurs reprise par son petit-fils Louis XVI. Alors, les contributions de Louis XV à l'histoire de la joaillerie, elles sont assez controversées, en fait, puisque beaucoup regrettent la retaille de certaines pierres des Mazarins, qui vont aussi être rebaptisées à l'occasion. Néanmoins, il y a quand même un élément qui va être assez fondateur dans l'histoire de la haute joaillerie française, c'est la retaille d'une pierre tout à fait exceptionnelle, en fait, une pierre issue des collections d'Anne de Bretagne. C'est un spinel, on pensait à l'époque c'était un rubis, le Côte de Bretagne, la Côte de Bretagne, un spinel tout à fait exceptionnel, qui va en fait être retaillé sous la forme d'un dragon, un dragon crachant du feu, crachant le feu de d'autres diamants encore, et qui va en fait rejoindre l'ordre de la Toison d'Or, donc un bijou tout à fait spécial, un ordre de chevalerie, pour Louis XV. Le spinel va malheureusement perdre la moitié de son poids dans l'opération, mais reste exceptionnel à tout point de vue, d'un point de vue lapidaire. Et même si donc certaines pierres sont retaillées, heureusement le grand saphir bleu de Louis XIV échappe à la retaille, et néanmoins un autre danger bien plus grand guette encore les joyaux de la couronne à cette époque, mais ça nous en parlerons la semaine prochaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 1775, en fait, tous les joyaux vont être conservés au Garde-Meuble National, l'actuel hôtel de la Marine, place de la Concorde, et suite au terrible combat des Tuileries qui vont précipiter la chute de la monarchie en août 1792, eh bien, le bâtiment va être placé sous très haute surveillance. Néanmoins, étant donné la concentration d'un tel trésor attise évidemment la convoitise, et notamment la nuit du 16 septembre 1792, eh bien, un bruit suspect va alerter les officiers de la garde nationale qui étaient à ce moment-là en poste. En fait, ils sont intrigués par une sorte de dispute d'ivrogne au pied du bâtiment, et lorsqu'ils se précipitent sur place, ils s'aperçoivent que certains hommes sont ivres sur des lampadaires, un autre tombe à leurs pieds et se casse une jambe, et dans leur poche, ils vont retrouver des petites pierres et ce qu'ils pensent être des diamants, ce qui sont des diamants d'ailleurs. En fait, du 11 au 16 septembre 1792, eh bien, le garde-meuble a été le lieu, le théâtre du casse du millénaire, puisque tous les trophées, les objets d'orfèvrerie, les tapisseries, les armures royales, les perles rares, les rubis, les émeraudes, les saphirs, tout ce qui compose en fait les plus belles pièces du trésor royal a disparu. Il n'y a pas eu en fait qu'un seul cambriolage, il y en a eu plusieurs successifs. Alors éclate à ce moment-là une affaire, un scandale absolument retentissant, l'affaire du vol du garde-meuble, qui s'installe dans un climat extrêmement tendu. Dès septembre 92, on va avoir lieu les premières arrestations in situ, bientôt suivies par le jugement de 17 petites mains, dont 5 contre-révolutionnaires, et qui vont être décapitées sur place, sur l'échafaud, sur la guillotine qui a été installée donc place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, dans ce but. Alors très vite néanmoins, en 1793, on va retrouver le Régent, on va également retrouver le Sancy l'année suivante, puis le Côte de Bretagne. Seul manque à l'appel le Grand Bleu de France, le bleu de Louis XIV, qui va connaître un destin tout à fait particulier, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Alors que fera Napoléon de ces pierres et que fera Napoléon du Régent? Eh bien, on verra ça la prochaine fois.
Alors on s'était quitté avec le vol des joyaux, et notamment du régent, qui en fait va être retrouvé dès l'année suivante, en 93, dans une charpente, et qui va être mis en gage sous le directoire pour le consulat, afin de financer les guerres révolutionnaires, et notamment la guerre d'Italie, guerre menée par un certain Bonaparte, qui, très superstitieux, va ensuite la faire sertir sur son épée de premier consul, et ainsi solliciter le travail d'un certain joaillier qui s'appelle Marie-Étienne Nitaud. Nitaud, donc une maison de joaillerie qui va connaître une certaine gloire sous Napoléon, qui existe toujours aujourd'hui, qui est devenue la maison Chaumet. Alors effectivement, dès 1805, en fait, Napoléon va procéder à certaines commandes auprès des Nitaud pour sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Néanmoins, celle-ci ne pouvant lui donner d'enfant, il va se marier donc, en seconde noces avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, en 1810, et à cette occasion, eh bien, de nouvelles parures vont être commandées, et notamment 4 parures tout à fait exceptionnelles. La première, c'est une parure de perles, qui met notamment en valeur la plus grande perle connue à cette époque en Europe, une sorte d'équivalent en perle du diamant, du régent, et donc cette perle s'appelle la régente, ou la perle Napoléon. On peut aussi citer une parure d'émeraude et une parure d'opale tout à fait exceptionnelles qui vont rejoindre l'écrin personnel de l'impératrice, et enfin et surtout une parure de diamants qui associe des pierres nouvellement acquises avec des pierres historiques du fond des joyaux, et notamment la fleur de pêcher, le grand mazarin, le 8e mazarin, et un certain diamant de Guise, un diamant acquis auprès de la maison de Guise, cette sulfureuse maison, en 1665 par Louis XIV. Donc le trésor a été relativement augmenté sous Napoléon pour finalement regrouper en 1814 eh bien, près de 65 000 pierres et de perles, la plupart montées en bijoux. Alors suite à l'invasion de la France en mars 1814, Marie-Louise doit quitter Paris pour Rambouillet et elle va emporter avec elle tous ses bijoux, mais c'est une autre histoire. On s'était quitté la dernière fois avec l'invasion de la France en 1814 et Marie-Louise qui quittait Paris pour Rambouillet emportant avec elle tous ses bijoux. Alors Napoléon, pensant qu'elle le rejoindrait bientôt sur l'île d'Elbe, lui demande de les restituer, ce qu'elle fait. Néanmoins, dès le 3 avril, il est destitué et 3 jours plus tard, eh bien, la monarchie des Bourbons est rétablie par la Constitution. Or, ce qui est intéressant, c'est que durant les 100 jours de son exil, Louis XVIII va à nouveau emporter avec lui les joyaux de la couronne dans son exil, en tant que symbole absolu de la monarchie, et à son retour au pouvoir en 1815, eh bien, il va ordonner le démontage de toutes les parures pour les mettre au goût du jour, et surtout pour les offrir à ses 2 nièces. Alors c'est ainsi qu'en 1816, eh bien, il va solliciter le joaillier Paul-Nicolas Meunière pour remonter les rubis et les brillants de Marie-Louise sur les dessins de son gendre, un certain Jacques Évrard Babst, à l'intention, voilà, comme cadeau pour la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, donc une certaine Marie-Thérèse Charlotte de France, auparavant nommée Madame Royale, et que l'on connaît désormais sous le nom de Duchesse d'Angoulême, suite à son mariage en 1799 avec son cousin germain, donc Louis-Antoine d'Artois, fils du comte d'Artois, futur Charles X. Alors Louis XVIII va ensuite offrir à la duchesse un diadème composé de 4 grosses émeraudes acquises donc récemment, mais aussi des diamants de Marie-Louise, sertis par les Babst, donc cette nouvelle famille qui va devenir les joailliers de la couronne et qui va le rester jusque sous le Second Empire. Alors il y a une autre parure qui est bien plus mystérieuse, c'est une parure de saphir, dont on ne connaît ni le commanditaire ni l'auteur, et des saphirs de Ceylan qui sont peut-être issus des collections de Joséphine, et cette parure va en tout cas être portée par la reine Marie-Amélie, donc reine sous Louis-Philippe, qui va ensuite distribuer ses bijoux à ses petits-enfants à l'occasion de leur mariage respectif. Alors cette parure, on peut aujourd'hui l'admirer au Louvre, aux côtés des bijoux de l'impératrice Eugénie, mais c'est une autre histoire. Alors on arrive maintenant sous le Second Empire. En fait, Napoléon III va assez peu enrichir la collection historique. Néanmoins, il va être à l'origine de très beaux remontages, de très belles pièces de joaillerie composées donc à partir des pierres et réalisées par des grands joailliers de l'époque, tels notamment Alexandre Gabriel Lemonnier,
nommé joaillier du prince-président, qui n'est pas encore empereur, à la suite de l'exposition universelle de Londres en 1851. Peu après son mariage avec Eugénie de Montijo en 1953, eh bien, Napoléon III, qui est désormais empereur des Français, va commander à l'aumônier une nouvelle parure, cette fois-ci une parure de perles et de diamants, issue d'une parure créée par Nitto pour Marie-Louise en 1812, on en a parlé la dernière fois, et c'est le diadème de cette parure que l'on voit notamment sur le très célèbre portrait de Winterhalter de l'impératrice Eugénie. 2 broches d'épaule et 2 broches de corsage vont en outre être créées par le joaillier François Kramer, et à la demande de l'impératrice Eugénie, la perle régente, ou perle Napoléon, va être montée au milieu d'un feuillage de brillants et de perles, un bijou qu'elle va porter pendant de nombreuses années. Mais parmi les bijoux préférés, et parmi les joailliers préférés d'Eugénie, eh bien, outre Kramer et Babst, qui occupent une place centrale et qui vont composer un grand nœud de ceinture et une broche reliquaire, doit surtout être citée une très importante parure dite en feuille de groseillier, qui n'a absolument rien perdu de sa modernité aujourd'hui. Alors, lors de l'exposition universelle de 1855, Napoléon III veut vraiment impressionner le monde entier en montrant voilà, la très haute technicité de la joaillerie française, et il va remonter pour cette occasion différentes pièces des diamants de la couronne. Surtout, l'aumônier va être chargé de réaliser la couronne de l'empereur, mais aussi la couronne de l'impératrice, qui se compose de 2480 diamants et de 56 émeraudes qui appartenaient à l'empereur. Une couronne qui est aujourd'hui visible au Louvre dans la galerie d'Apollon. Sertie en 1824 sur la couronne de Charles X, on retrouve le régent sur la couronne de Napoléon III, mais aussi plus tard sur le diadème dit à la grecque de l'impératrice Eugénie, qui va connaître 3 versions différentes sous le Second Empire, une première en 56, une deuxième en 64, et enfin on va le retrouver, ce diadème, sous une 3e forme en 84, c'est-à-dire 3 ans avant la dispersion des joyaux de la couronne, mais c'est une autre histoire. On s'était quitté la dernière fois avec le Second Empire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1870, lors de la guerre, eh bien, les joyaux vont être protégés, cachés dans une caisse, dans la cale d'un bateau caché dans la rade de Brest. Mais dès 1878, ils vont être exposés donc à l'occasion de l'exposition universelle. On va les retrouver aussi exposés au musée du Louvre en 1884, dans la salle des États, où ils vont rencontrer un autre succès. Néanmoins, le contexte est radicalement différent, puisque, entre-temps, un député du nom de Benjamin Raspail a déposé à la Chambre une motion destinée à ce que l'État puisse vendre ces bijoux, motion qui va être approuvée 4 ans plus tard par 342 voix contre 85. Il faut bien avoir à l'esprit que la jeune et fragile Troisième République, à l'époque, voyait dans ces bijoux le danger du retour au pouvoir de puissances plus ou moins anciennes, et c'est pourquoi eh bien, une loi d'aliénation va être finalement signée par le président de l'époque, Jules Grévy, et par celui qui n'est alors que ministre des Finances, un certain Sadi Carnot, et publiée au journal officiel, donc en janvier 87, donc la loi de vente, de dispersion des joyaux de la couronne, d'aliénation en fait, puisqu'ils étaient jusqu'ici inaliénables. Alors à la demande des grands joailliers de l'époque, qui se portent parmi les principaux intéressés, parmi les futurs acquéreurs de la vente, eh bien un catalogue de la vente va être publié, un catalogue illustré. On va même refaire les illustrations dans un second temps grâce au travail d'un photographe, un certain Michel Berthaud, qui va réaliser des clichés haute définition de tous les bijoux pour pouvoir en apprécier vraiment la qualité joaillière. Et donc on va retrouver, à l'occasion de la vente, un certain nombre de maisons très intéressées par ces pièces qui vont en faire profiter leur clientèle. On parle alors de Tiffany, de Boucheron, ou même des Babst, que l'on avait évoqué précédemment. Heureusement, en fait, dès 82, un comité d'experts s'était réuni pour sauver quelques pièces, si je puis dire, de la vente, quelques pièces historiques ou avec des propriétés gémologiques tout à fait particulières, et c'est ainsi que le Louvre avait pu recevoir le diamant le Régent et le Spinel, la Côte de Bretagne. D'autres institutions avaient aussi reçu des pièces, comme le Muséum d'histoire naturelle ou l'École des mines à Paris. Depuis la vente, le Louvre tente de racheter certaines pièces historiques au gré des ventes publiques, des pièces tout à fait exceptionnelles que l'on peut aujourd'hui admirer dans la galerie d'Apollon. Donc l'histoire des Jeux de la Couronne n'est pas tout à fait finie, peut-être que de nouvelles pièces surgiront à l'avenir, il faut l'espérer. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour d'autres cours, d'autres recherches au sein de l'École des Arts Joailliers. Alors, à très vite.